Donc, nous, comme on l'a dit au début, nous vous sommes très reconnaissants euh, pour, euh, pour la façon dont, pour toutes les façons différentes dont vous nous avez portés dans ces moments que nous, en particulier, nous avons vécu et pour lesquels on vous dit merci. Mais on se demande, est-ce que c'est ça, la compassion? Donc, heureusement, on a une amie qui est Stefania Verhagen, qui est enseignante en compassion et qui pourra nous en dire un peu plus. Donc, merci Stéphania. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc moi, je fais partie de celles qui n'ont jamais parlé en public. J'ai besoin de votre compassion. Je vais la tenir. Mon grand-père était passionné de poésie. Il avait passé une grande partie de son adolescence, dans le creux de son lit tard le soir, à mémoriser des centaines de vers qui l'ont accompagné toute sa vie. Verlaine, Rimbaud, Rilke, Shakespeare, il les connaissait tous. Il m'expliquait « Tu vois, quand j'attends le tram à l'arrêt de tram, plutôt que de regarder les chaussures de la dame en face de moi, ou bien quand j'attends dans la salle d'attente chez le médecin, plutôt que de lire le magazine devant moi, je peux ouvrir ma grande bibliothèque intérieure et réciter à voix basse les plus beaux poèmes. » Inconsciemment, il avait mis le doigt sur quelque chose d'énorme. On est responsable de la qualité de sa pensée. Et la pensée peut être éduquée. C'est de cela que je voudrais vous parler ce soir. Il y a 3 ans, je suis retournée sur les bancs de l'UNIF pour étudier la compassion. En fait, je comptais simplement un peu étoffer ma culture générale. Je croyais déjà très bien connaître cette émotion, celle qui émerge quand on voit d'autres souffrir, qu'il faut avoir en dose modérée, sinon on se fait marcher dessus, n'est-ce pas? Et que certains semblent avoir beaucoup plus que d'autres. J'ai vite compris que j'avais tout faux. Non seulement je ne savais pas vraiment ce que c'était que la compassion, j'ai appris à ma grande surprise qu'il y a aujourd'hui tout un pan de la science qui est occupé à l'étudier. J'ignorais que la compassion pour soi-même est tout aussi importante que la compassion pour autrui. J'ai appris que la compassion, comme un muscle, on est né avec ça, mais on peut aussi l'entraîner. Aujourd'hui, l'entraînement à la compassion a changé mon quotidien. J'ai la conviction que la compassion est une nécessité, qu'elle peut sauver l'espèce humaine, l'avenir de la planète et donner du sens à la vie. Alors, qu'est-ce que c'est la compassion? La compassion, c'est le souhait que nous soyons tous délivrés de la souffrance. Ça commence avec l'empathie, cette capacité que nous avons à comprendre les autres au point de pouvoir ressentir leurs émotions. Et elle y ajoute une intention, un vœu, que nous soyons tous délivrés de la souffrance. Donc, la compassion, c'est l'empathie à laquelle on ajoute une intention. Quand on la définit comme ça, la compassion, ça n'est jamais un état de soumission, mais c'est souvent un état de courage. Courage de faire face à la souffrance quand il serait plus simple de la fuir ou de l'ignorer. Courage de s'ouvrir aux autres pour demander de l'aide ou pour offrir de l'aide. Courage d'accepter les gens tels qu'ils sont, même quand on voudrait tant qu'ils soient autrement. Heureusement, j'ai appris que la compassion donne aussi du courage, parce qu'à force de porter notre attention sur autre chose que nous-mêmes, on remet nos problèmes en perspective. On vit de façon plus transparente et libre. On peut vivre sans avoir peur d'être vu. On peut vivre avec un cœur sans peur. Alors, il est important de comprendre que la compassion, c'est toujours une réponse à la souffrance. Pas de souffrance, pas de compassion. Et la souffrance, qu'on le veuille ou non, fait partie de la vie. On en a parlé assez ce soir. D'une façon ou d'une autre, nous sommes tous des êtres profondément blessés. Blessés par nous-mêmes, blessés par les autres, blessés par la vie.
Et je ne vise pas uniquement les grandes blessures, comme perdre quelqu'un qu'on aime, avoir une maladie grave, un accident. Parfois, la souffrance s'infiltre dans le quotidien de façon assez sournoise. Prenez par exemple la pensée. Il a été démontré que la pensée qui est laissée à elle-même, c'est-à-dire qui n'est pas concentrée sur un objet particulier, cherche l'insatisfaction. Alors ceux qui ne sont pas tout à fait en train de m'écouter sauront peut-être très bien ce que je veux dire. Je ne vais pas vous demander de révéler ce à quoi vous pensez, mais je peux tout à fait deviner qu'en plus d'être distrait par des choses dans la salle, certains d'entre vous étaient en train de penser à un événement du passé, d'autres étaient en train de penser à l'avenir. Peut-être certains d'entre vous étaient en train de vous demander si vous êtes content du déroulement de la soirée, ou comment les choses auraient dû être. Il fait trop chaud, trop froid, j'aurais dû m'asseoir ailleurs. Toutes ces réactions de l'esprit sont assez prévisibles. Donc, l'esprit qui n'est pas concentré, la pensée qui n'est pas concentrée, non seulement elle a vraiment envie de quitter le moment présent, mais ce faisant, elle cherche aussi l'insatisfaction. C'est pas tellement une bonne nouvelle. On aurait plutôt envie de croire qu'on est satisfait et heureux par défaut. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de se laisser faire. Avec la méditation, on se familiarise avec l'activité de la pensée, on prend distance avec elle et on choisit de voir la réalité autrement. C'est un entraînement de l'esprit qui fait passer un principe en habitude jusqu'à ce qu'il entre dans la fibre de votre corps. Par exemple, si chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous choisissez de lui souhaiter du bien, vous serez naturellement plus bienveillant. Si vous choisissez de prendre l'habitude de dire plus souvent merci, vous serez naturellement plus reconnaissant. Si vous vous efforcez à voir les similitudes qui existent entre vous-même et les autres, même ceux avec qui vous croyez n'avoir rien en commun, eh bien vous serez naturellement plus compatissant et aussi plus heureux. Vous aurez fait passer un principe de la tête au cœur, et en vous changeant vous-même, vous changerez le monde. Alors, je me suis dit que plutôt que de vous assommer de théories, il est tard, n'est-ce pas ? Je pouvais aussi vous proposer de changer le monde là, maintenant, tout de suite. Vous êtes d'accord ? Oui. Vraiment ? Oui. Super. Alors, je vais vous demander, ceux qui le peuvent, de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît, et de tenir la main des personnes qui se trouvent à vos côtés. Maintenant, fermez les yeux. Remarquez que vous respirez. Êtes-vous en mesure de sentir la chaleur des mains que vous tenez ? Concentrez-vous. On est parfois pris par des automatismes de défense. Mais si vous ouvrez votre cœur, laissez tomber les fous rires. Sentez cette chaleur. Maintenant, réfléchissez. Cette personne à mes côtés, tout comme moi, a été un enfant. Cette personne à mes côtés, tout comme moi, a des rêves. Cette personne à mes côtés, tout comme moi, cherche le bonheur. Cette personne dont je tiens les mains, peut-être a-t-elle souffert la perte d'un être cher, la solitude, la maladie. Peut-être cette personne souffre-t-elle à cette seconde même. Changer le monde, cela commence par un simple souhait tourné vers l'autre. Puisses-tu être heureux ? Puisses-tu être heureux ? Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux et regarder autour de vous.
car désormais, le monde a changé.